invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Alexandre Ezez est avec nous, stratégiste pour le groupe Richelieu. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Kevin Tauzet, à vos côtés, membre du comité d'investissement de Carmignac. Bonsoir Kevin. Bonsoir Grégoire. Et Gilles Etcheberry-Garay est également avec nous ce soir, le président et directeur des investissements d'Elcano Asset Management. Bonsoir Gilles. Bonsoir Grégoire. Un mot, messieurs, quand même, du départ annoncé de Warren Buffett. Non, il n'est pas mort, il est toujours en vie à 94 ans. Il va même rester président de Berkshire Hathaway après avoir quitté la fonction de directeur général qui va revenir à Greg Abel, son successeur qui avait déjà largement été désigné. Qu'est-ce que ça vous inspire, Gilles? Moi, une des questions que je me pose, c'est est-ce que la success story de Berkshire Hathaway, fondée dans les années 60 jusqu'à atteindre aujourd'hui plus de 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière, est-ce que c'est une success story qui est encore possible aujourd'hui dans ce monde de l'investissement tel qu'il est structuré? Je dirais que ça va être très compliqué pour au moins deux raisons. Un, l'investissement via Duo maintenant n'est plus ce qu'il était, et surtout l'information se diffuse beaucoup plus fort. Je veux dire, ce qu'on pouvait détecter même sur le marché américain il y a 30 ans, 40 ans, et tout cela est détecté et à voir, c'est plus compliqué aujourd'hui parce que vraiment il y a plein de spécialistes de ce style-là partout dans le monde, et donc l'information est quand même mieux valorisée qu'elle l'était au moment de ses débuts. Et du coup, je pense que la crédibilité, l'image, l'aura que Warren Buffett avait, qui lui permettait d'avoir des positions extrêmes. De dire qu'il y a une bulle, de vendre depuis 10 trimestres des actions américaines, tout ça, ça se justifie par cette histoire qui fait qu'il avait une autonomie et d'action et de pensée que probablement personne n'aura jamais de ce fait, quoi. Ouais. Donc voilà. Donc je pense qu'il y aura des grands gérants à nouveau, mais enfin C'est quand même une page qui se tourne, quoi. c'est une page qui tourne. L'oracle d'Omaha, et comme tu dis à Omaha, tout ça, bon, qu'on connaît les États-Unis, c'est vraiment. Ah oui, bah je vais pas oui, dire de si, comparaison oui. en France, mais voilà. Non, ne citez voilà, aucun autre lieu. Voilà, mais voilà, donc sinon c'est quelque chose d'exceptionnel, je veux dire, une page se tourne à tout point de vue, même s'il y aura à nouveau des grands gérants, ça, pas de souci, mais ça, je crois que c'est une histoire qui restera exceptionnelle à pas mal de points de vue. Qu'est-ce qu'il laisse au monde de l'investissement? Qu'est-ce qu'il vous laisse également, peut-être, en tant que personne? Je ne sais pas, Alexandre, Kevin, on a tous... Alors moi, je sais qu'une des maximes de Warren Buffett qui a le plus peut-être infusé, parce que je l'ai apprise assez tôt, etc., c'est... Price is what you pay, value is what you get. Le prix, c'est ce que vous payez, la valeur, c'est ce que vous obtenez à l'arrivée. Je trouve que c'est une phrase que je garde en tête et que je recite régulièrement. Je trouve que même d'ailleurs en français, il y a une confusion entre la notion de prix et de valeur qu'on n'a peut-être pas dans le vocabulaire anglo-saxon. Ce sont bien deux concepts et deux termes assez différents, le prix et la valeur, par exemple. Bon, je ne sais pas, Kevin, ce qui... Oui, c'est parce que ce qu'il en reste, j'espère qu'il y a déjà des grands gérants qui ont commencé à prendre ce relais-là. Ouais. Il y a quand même, je pense, deux notions qui me sont chères, qui nous sont chères. L'une, c'est l'investissement de long terme, quand même, parce qu'on parle de quelqu'un qui part à la retraite à plus de 90 ans et qui fait ça depuis quelques décennies. Donc ça, je pense que c'est un élément qui est important. Et puis c'est de la gestion active aussi par construction. Et je crois que c'est bien là qu'on sait bien la démonstration qu'on arrive à créer de la valeur sur le long terme. Après, voilà, des grands concepts qui lui sont chers et qui sont chers à d'autres grands gérants, d'autres gérants. On va rester humble, mais je pense que voilà, la notion d'intérêt composé, la notion de diversification également, c'est des thèmes qui sont importants et particulièrement importants, je crois, dans l'environnement actuel. Ouais. Ce temps long, il existe toujours dans le monde de l'investissement, plus que jamais aujourd'hui. Enfin, je veux dire, c'est pas évident, hein, à une époque où tout va beaucoup plus vite, l'information, les marchés, on pourra peut-être y revenir, mais ce qui a marqué le mois d'avril, c'est quand même aussi la vitesse de réponse des marchés, alors à des changements de politique profonds, bien sûr, mais tout va beaucoup plus vite. Le temps long, c'est encore un concept et une notion importante dans l'investissement. Je crois que pour des gérants actifs, pour des maisons indépendantes, comme celles pour lesquelles on a le plaisir de travailler, c'est quelque chose qui est là. Et heureusement que c'est là. C'est bien comme ça aussi qu'on se singularise par rapport à de la gestion passive ou avec des horizons de temps beaucoup plus courts. Ouais. Alexandre? Non, sur la gestion de temps long, en fait, lui aussi a connu des marchés très volatiles, les années 70, 87, 94. Enfin, la période
période actuelle est certes plus volatile. On l'a dit, l'information est beaucoup plus importante. Donc, effectivement, la recherche sur certaines sociétés, on en tire moins, et notamment sur un marché américain qui est quand même extrêmement arbitré. Donc, où finalement l'efficience du marché est quand même beaucoup plus difficile à se mettre en place. Et d'ailleurs, peu de gérants actifs sur le marché américain surperforment les marchés pour l'instant, enfin en tout cas depuis de nombreuses années. Il faut juste dire que Warren Buffett, il nous a, quel que soit l'âge et l'expérience, il l'a bercé toutes les premières années professionnelles. C'est-à-dire que c'était la base. On apprenait l'investissement fondamental, l'investissement focalisé, comment, etc. C'est vraiment la base d'absolument, d'une certaine manière, tous les gérants, qu'ils soient américains ou européens, de l'éducation en tout cas que l'on a eue. Après, on a pu diverger ou pas, mais en tout cas, on a tous à un moment eu comme modèle, au moins de manière académique, Warren Buffett. Ouais, qui lui-même avait comme modèle Benjamin Graham, c'est ça. Et voilà. qu'on a tous lu. Et qu'on a tous lu. Par dérivé, on a tous comme mentor Benjamin Graham. En fait, Oui, c'est ça. Il y avait un lien professoral. Et le tout, c'est être un investisseur intelligent. Oui, exactement. C'est un bon moment pour le value investing. Là, est-ce que là, depuis le mois d'avril, depuis les changements erratiques de politique tarifaire, notamment aux États-Unis, depuis les interrogations qu'on peut avoir ou qu'on a pu avoir sur les marchés américains, est-ce que la notion de valeur, justement, est-ce que le facteur valeur retrouve de l'intérêt là sur les marchés aujourd'hui? Alors Alexandre, le facteur valeur, certainement. Encore une fois, la seule chose, c'est qu'on a quand même très très peu de visibilité à court terme, mais aussi à long terme. Il faut le dire, on est quand même dans une situation très compliquée avec un changement de paradigme énorme vis-à-vis des États-Unis. Alors est-ce que le value investing prend le pas? Déjà, value, vu les valorisations de marché, ça n'existe plus vraiment, comme on l'a vu à l'école de Warren Buffett. Enfin, quand on a commencé dans les années 2000, value, ça voulait dire avoir des prix en dessous de la book value. Il n'y a plus beaucoup, à part le secteur bancaire, structurellement, il n'y a plus beaucoup de sociétés qui sont cotées et qui peuvent être dites value. Après, on parle plus de cyclique maintenant, en tout cas, de sociétés qui peuvent avoir des variations de valorisation plutôt fortes. Et on a vu dans les dernières semaines, en tout cas, un fort retour de ces valeurs-là qui étaient très liées au cycle économique américain, donc qui ont souffert. On voit qu'il y a eu une espèce de put Trump qui a cassé tous les shorts, en fait. Parce qu'il faut bien comprendre que depuis le début de l'année, on va dire qu'il y avait des positions vendeuses short sur les marchés, et notamment de la part des hedge funds qui étaient assez présentes, et ça entraînait le marché. À un moment, on était au bord de la rupture, il faut le dire, notamment après le Liberation Day. Donc dans la séquence du 2 au 9 avril, c'est ça? Du 2 au 9 2, avril. c'est l'annonce des tarifs, 8, c'est la mise en place, et 14 heures après, c'est la suspension pour 90 jours après. Exactement. Après une réponse de marché un peu dure, quoi. On était un peu au bord du précipice, avec des adjudications sur le Trésor qui étaient assez importantes et qu'il fallait pas rater. Et donc, la politique Trump, on le sait, et c'est très exacerbé par rapport au Trump 1, mais c'est à la fois chauffer le chaud et le froid pour essayer de maintenir un certain niveau de prime de risque pour éviter d'aller dans une crise systémique. Grosso modo, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et là, effectivement, ça a clairement casser toutes les prises de position qui avaient été mises, puisque quand le marché monte de 10%, vous êtes short, notamment les hedge funds, vous ne pouvez pas tenir. Et donc, cette période qui suit, de par sa volonté d'ailleurs, est plutôt positive, parce que là, il négocie, géopolitiquement, on commence à avoir un intérêt. Donc, on va avoir peut-être une période, peut-être jusqu'à jeudi, parce qu'il y a une date fatidique, c'est quand même la Fed. Et effectivement, où là, il y avait une petite période, pas dorée, mais où les primes de risque ont baissé, parce qu'on n'avait plus de mauvaises nouvelles pour l'instant. Et c'est un peu la stratégie. Ça ne veut pas dire que dans quelques semaines ou dans quelques mois, et que tout va se remettre en place, et que les négociations, on n'aura plus de barrières d'une manière, et que le commerce mondial va continuer. Ouais, c'est ça. On ne revient pas à l'état antérieur, on ne revient pas à l'état précédent. C'est pas le marché a tout effacé, on oublie tout et on reprend comme avant. Non, il reste quand même quelque chose de cette séquence. Évidemment, mais la stratégie de Trump, c'est à chaque fois être pire, mais en tout cas que les marchés oublient, en tout cas, c'est ça sa stratégie. Est-ce que ça va fonctionner? Ça, on le verra. Mais c'est vraiment, on est dans la stratégie. Il n'a pas changé de stratégie depuis son élection, en fait, Donald Trump. Il est clairement dans une tendance, en tout cas,
le chemin qu'il veut. Ah ouais, c'est ça. Et des marchés qui apprennent à se préparer au pire, effectivement, dans cet environnement-là. Quel crédit, quelle qualité est-ce qu'on donne à ce rebond des marchés? Alors, je crois que le S&P a enchaîné 9 séances de hausse consécutives, ce qu'on n'avait pas vu depuis 20 ans. J'étais étonné de voir ça, effectivement. Mais le rebond aussi a été assez violent, hein, un rebond un peu en V, d'une certaine manière. Oui, et puis enfin, dans le rebond, c'est pas que la value qui a payé. Hein. Non, les tech. La tech est revenue. De croissance, la tech est ce qui revenue. était tombé très fort. Très fort. Je ne vais pas vous dire qu'un marché, ça monte, ça descend. On n'a pas besoin de moi pour. Non, mais ça dépend. Il y a quand même certaines choses qui interrogent, c'est-à-dire que le statu quo pré-Liberation Day, c'est quand même 10% de tarifs appliqués à tout le monde. Je ne suis pas dans les échanges ou dans l'intimité des échanges sino-américains, mais enfin bon, on a quand même une déclaration de guerre ouverte à l'endroit de la Chine qui semble se mettre en place avec cette menace de tarifs douaniers à 150, plus de 150%. Même si on revenait à 20% de tarifs douaniers en Chine, ça ferait plus que combler, ça dépasserait la compétitivité de l'industrie chinoise. Hein. Si je ne prends pas une voiture électrique de BYD, si elle était vendue aux États-Unis demain, elle est moins que 20% moins cher aujourd'hui. Donc voilà, c'est quand même c'est ça le contexte le contexte actuel. On est aussi dans une phase, on va dire, de ralentissement économique. Alors voilà, Alexandre parlait du Trump 1.0. Pour rappel, sur Trump 1.0, les tarifs douaniers ils sont passés de 1,5 en moyenne sur les importations à 2,5. Oui. Ça, quand même, en termes de séquence, le Covid est arrivé par là, mais on était quand même sur une trajectoire récessive très forte aux États-Unis, avec des vraies problématiques sur tout ce qui est tuyauterie, notamment sur les marchés du repo américain. Tout ça découlait de la première guerre commerciale. Là, on passe d'augmenter ces tarifs douaniers de 2,5 en moyenne, à 20, plus de 10%. Plus de 10, oui. Et puis si on intègre la Chine, exactement. ça peut aller, donc ça peut aller même beaucoup plus haut que ça. Donc voilà, il faut quand même, je pense, garder ça à l'esprit. Alors voilà, il y a quelques. Enfin, vous disiez, tout est revenu. Je ne crois pas que tout soit revenu. Le dollar, il reste quand même assez faible. Ça a beaucoup aidé les conditions financières. Sans doute que ça va encourager la Réserve fédérale à ne pas bouger mercredi, mais enfin ça veut aussi dire potentiellement plus d'inflation aux États-Unis, un dollar en baisse d'une dizaine de pourcents. Donc ça, je pense que c'est un élément. Et puis l'autre élément qui tend à être sous-estimé, c'est ce qu'on appelle l'hystérèse. C'est que c'est pas parce qu'on fait machine arrière, parce qu'il y a un stress sur les marchés, parce que les sondages d'opinion sont les plus bas qu'ils n'aient été depuis la Deuxième Guerre mondiale, que cette marche arrière, elle se fait sur un chemin qui est autrement plus cabossé que la trajectoire initiale. Voilà. Donc c'est un rebond qu'il faut prendre avec prudence, nuance. Je parle du rebond action, en l'occurrence, puisque vous l'avez signalé. Il n'y a pas de rebond du dollar. Et oui, je crois qu'il faut plutôt le faire avec prudence. Alexandre parlait de la réunion de la Réserve fédérale de ce mercredi. Le marché il n'attend pas grand-chose pour cette réunion de politique monétaire. Mais enfin bon, il attend quand même 4 baisses de taux cette année, une première baisse de taux à compter du mois de juillet. Compte tenu des chiffres de croissance qu'on peut avoir, des chiffres de l'emploi, des chiffres d'inflation, des anticipations d'inflation, c'est peut-être un petit peu optimiste. L'activité peut tenir encore quelques mois là. Il me semble que l'activité elle tient plutôt. Et puis alors si on en est à faire ce bilan du Trumpisme, on a peut-être passé le pic du Trumpisme, disons. Et c'est vrai qu'il y a une des craintes qui était nourrie par le marché, c'était les économies qui devaient être faites par le fameux Doge, cher à M. Musk. Avec toutes choses égales par ailleurs, on va dire des mesures de relance budgétaire ou de soutien budgétaire qui avaient fortement aidé la croissance économique américaine. Donc cette idée que si on en avait moins, ça viendrait peser sur la croissance américaine. La réalité, c'est que ce n'est pas 2 trillions, comme le disait M. Musk, ni 1 trillion, c'est 150 si je regarde les chiffres. 150 brut et 120 net. Oui, c'est ça, parce qu'il y a un coût afférent aussi. Les gens, il faut non, 30 net. Il y a 150 brut et 30 ou 40 net. D'accord, oui, donc au final, en net, c'est quand même vraiment pas grand-chose. Si on poursuit ce raisonnement-là, ça veut dire que le soutien budgétaire américain, il sera vraisemblablement encore là. Là aussi, on verra ce qui se passe au mois de juin-juillet, mais nos anticipations, c'est plus qu'on aura davantage de soutien budgétaire. Donc, une croissance économique américaine qui se maintient. Je ne pense pas qu'elle va faire un feu d'artifice, mais ce n'est pas non plus la catastrophe. Qu'est-ce qu'on a franchi comme étape en avril? On a franchi le pic du Trumpisme, en tout cas le pic des menaces tarifaires de Trump, de
2.0. En tout cas, on est allé à un moment un peu paroxystique de la douleur potentielle des tarifs. Est-ce que c'est juste un sentiment du pire, en fait, qui s'est un petit peu atténué? Il y a deux choses. Un, c'est pas fini, parce que mercredi, il y a l'annonce des 232 sur les puces sur les... Donc ça, c'est le résultat des enquêtes, oui, c'est ça? Il y a deux sources de tarifs. Il y a l'Emergency International Emergency Act de 110, ça c'était ce qui était le Liberation Day. Et après, il y a ce qu'on appelle 232, qui est les clauses spécifiques de demande de sauvegarde par des secteurs. Par secteur. Et là, mercredi, il y a ce qui a tombé, c'est les puces. Les Tech semi-conducteurs. Voilà, Okay. donc c'est pas fini. Avec des enquêtes qui peuvent déboucher sur des tarifs sectoriels ciblés, supplémentaires, comme on a vu alors sur l'auto, l'acier, l'aluminium. Voilà, il y a etc. 4 secteurs, mémoire, pharmacie, semi, auto et je ne sais plus Il quatrième. n'y a pas le bois aussi Oui, bois, cuivre, c'est canadien. Bon, voilà. okay. Non, je veux dire, il y a deux choses. Donc on n'est peut-être pas stabilisé sur le niveau des tarifs. Non, Sans doute c'est pas vraiment pas encore. stabilisé. En plus, là, ils en sont à des frameworks, ils veulent annoncer des deals. Bah, le problème, je sais pas, il y a eu 2 élections, je ne sais pas si les gens ont suivi en France, mais il y a eu une élection au Canada et une élection en Australie. Si. Et les gens qui sont opposés à Trump ont renversé Trump ressuscite les morts. Voilà, et la gauche. et donc, ça n'encourage pas ni les Sud-Coréens ni les Japonais à faire un deal où derrière Trump ira à la télé en disant vous avez vu comme je les ai mis au pas maintenant. Donc, il y a un problème. Ils ont un problème de signataire à cause de ça. Ils ne se sont pas perçus, mais ils ont un problème de signataire que personne ne veut sortir le premier pour derrière se faire ridiculiser et derrière se prendre une défaite. Les Coréens sont, suite aux mésaventures de leur président, là, sont en pleine élection et les Coréens ne veulent pas sortir avant les élections. Donc ça, c'est un problème parce que derrière, comme... Ils veulent le moins de Trump possible dans leurs élections, et dans leur campagne électorale. Derrière, il va dire, vous avez vu comme ça marche, moi j'ai fait marche à la baguette. Donc, et ça, comme les gens tous comprennent l'anglais dans le monde, ça, domestiquement, politiquement, et c'est quelque chose que le département des commerce n'avait pas anticipé. Ouais. Et donc aujourd'hui, on a des frameworks, on en a des trucs parce que personne ne veut s'afficher avec Trump en signant et en plus se promener en se faisant ridiculiser derrière. Donc ça, c'est un obstacle un peu inattendu à la signature de tout ça. Donc ils en sont réduits à dire ça va y aller, ça va y aller. Si on veut concrètement, je pense qu'il y a 2 choses. Il y a une capitulation, une vente forte des hedge funds, une vente forte des Européens. Je veux dire, avec le dollar, les Européens avaient fait un peu les carabiniers sur les Max 7 et tout ça. Ils sont venus acheter ça l'année dernière. Et donc là, ils ont été vendus parce qu'ils ont eu le double peine. Dollar et baisse et fin de la bulle. Donc ça, c'est le flux de vente qu'on a eu, c'est ça. En revanche, il y a une partie de l'investisseur qui n'a pas capitulé et qui a même remis au pot fortement la semaine dernière, c'est le retail américain. Ouais. Ça fait des semaines qu'ils remettent au pot. Et la semaine dernière, sur les leverage, les ETF leveragés, c'est arrivé, on a eu un des flux les plus importants sur tout ce qui est ETF leveragé sur le marché. Donc le retail américain, lui, a suivi Trump, il a suivi les éducations et il est venu se renforcer et c'est pour ça qu'on a quelque chose comme Tesla qui sort les pires résultats de ces 10 dernières années et qui arrive à faire plus 25, plus 30 derrière, alors que visiblement on compte plus les mensonges d'Elon Musk sur robotaxi, sur tout, on peut lister les mensonges. La SEC ne s'y intéresse pas, mais bon, elle s'y intéressera encore moins. Vous n'êtes pas actionnaire de Tesla? Non, je ne suis pas actionnaire de Tesla. Mais voilà, et on voit en plus les résultats, c'est uniquement le financier et les crédits, c'est-à-dire l'opérationnel automobile. Après, c'est un titre qui avait quoi? Divisé par 2 quand même aussi. Oui, mais aujourd'hui, c'est une boîte qui est en perte sur l'opérationnel. C'est les crédits et les gains sur la trésorerie qui font qu'il peut afficher la pire marge automobile des constructeurs, la pire marge des constructeurs. Peu importe. En tout cas, c'est un titre qui a fait plus 25, plus 30%. Donc on voit que c'est quand même le retail américain qui est venu se réinvestir massivement. Le problème, c'est qu'à mon avis, il va se confronter à une réalité. Aujourd'hui, ce lundi, dans le port de Los Angeles, un tiers du trafic de conteneurs, il y a 2 tiers des conteneurs qui arrivent. Donc on parlait des bons chiffres américains, mais si on regarde dans le détail, sur le Q4, sur la croissance du PNB, on a la consommation est en baisse, l'investissement et donc l'investissement est en hausse. Qu'est-ce qu'ont fait les Américains? Ils ont acheté des ordinateurs, des choses comme ça avant que oui, tout le monde a anticipé. Oui. Microsoft, une des surprises, c'était la division ordinateur, parce que tout le monde est allé acheter tous ces Windows qu'ils voulaient acheter, ces ordinateurs, ils sont allés acheter avant.
création d'emplois, il y a 11 000 emplois créés dans la manutention la semaine du sondage. Pourquoi ? Parce que tout le monde voulait vider ses entrepôts avant... Vous dire le contre-choc macro, là, on va vite le voir arriver Oui, on va le voir et de façon assez importante. Parce qu'il y a encore l'idée que peut-être même que d'ici l'été, juin, juillet, on n'aura pas encore, on verra pas encore le plein impact des tarifs dans les données, etc. Les biens chinois, c'est 2 trillions de dollars de ventes, Oui. donc de marge, donc de transport, donc aux États-Unis. Et ça arrive plus aux États-Unis. C'est-à-dire, c'est un trou qui ne sera pas compensable. Et quand on voit les bons chiffres, si on regarde un peu sous le capot des bons chiffres, on voit que a priori, je pense qu'il y a eu énormément de front-running et un front-running de malades. Avant le délai du Liberation Day. Et donc c'est pour ça qu'on dit tous, ok, l'emploi c'est correct, effectivement 11 000, mais il y a 11 000 créations dans le logistique, il y aura peut-être 40 ou 50 000 de destruction le mois prochain ou dans les 2 mois qui viennent. Voilà. Et pareil pour les bons résultats, entre guillemets, parce que si on regarde McDo très mauvais sur les ventes. Si on regarde Apple, tout ce qui est consommateur, ces déceptions. Ce qui a tenu, c'est ce qui est encore lié à l'investissement des entreprises. Facebook, je parlais Facebook, de Microsoft, c'est-à-dire que les entreprises continuent à dépenser un peu. Et donc voilà, mais c'est vrai, moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment un fond semblant qui me rappelle un peu février-mars 2020 sur le Covid, où le retail américain a suivi et tracte les marchés vers le haut. Mais derrière, il y a pas mal de choses qui arrivent et ça risque d'être assez sanglant. Perspective macro, comment vous envisagez les prochains chiffres devant nous, Alexandre ? Est-ce qu'on va très vite voir la douleur, les dommages causés par à la fois l'incertitude et puis la mise en place d'un certain nombre de tarifs, aussi minimes soient-ils par rapport aux annonces du 2 avril ? Ou est-ce que tout ça peut prendre du temps devant nous ? Effectivement, c'est assez étonnant quand même, ces chiffres qui arrivent et qui finalement justifient cette hausse, ce marché en V que l'on a eu et qui, pour la plupart, n'est pas justifié. Mais en fait, évidemment, c'est les retail américains. Une grosse partie de la hausse s'est faite avec les grandes tech. C'est elles qui ont surperformé. C'est ce qu'ils aiment. C'est ce qu'ils aiment. Donc c'est ça qui a tiré le marché. Bon, les résultats, évidemment, au premier trimestre, ne sont pas si mauvais que ça. D'ailleurs, ils surperforment encore. Donc il y a on est en lévitation là, le marché. Ce qui est certain, c'est qu'on va avoir effectivement une dégradation de pratiquement tous les indicateurs. Peut-être en marge d'escalier. Avec le vrai sujet, c'est l'emploi, parce qu'avec la baisse de l'immigration, est-ce que l'emploi va baisser tant que ça ? C'est pas certain non plus. Et puis, évidemment, l'inflation. Parce que finalement, quand on parle des ports à Los Angeles, ça fait tout de suite penser au goulot d'étranglement qu'on a eu post-Covid. Et là, en fait, on est en goulot d'étranglement aux États-Unis. Rajouter à ça, on n'en parle pas plus du tout, mais les prix de l'immobilier qui continuent à monter et qui rendent, d'une certaine manière, on parle beaucoup effectivement du revenu, des salaires, mais au niveau patrimonial, l'américain est encore très très riche. Donc en fait, il y a une situation, encore une fois, de lévitation qui, à un moment, peut casser complètement. L'inflation est très importante parce que quand même... Juste sur l'immobilier, c'est en train de se retourner très très sérieusement. Et Scott Bessent veut faire baisser les taux parce qu'il veut relancer le marché immobilier. Les ventes au Texas et en Floride... sont extrêmement... c'est désastreux. C'est là exactement où je voulais en venir. C'est que finalement, Jérôme Powell, s'il baisse les taux, il relance l'immobilier qui est déjà à un niveau très haut. On est à 55. Sur 5 ans, l'immobilier a monté de 55%. Les prix, pas les loyers, mais les prix. On est dans une situation, encore une fois, patrimoniale où l'américain moyen, parce que quand on voit le médian, c'est pas la même chose, mais l'américain moyen est très riche, voire même trop riche. Là, aux États, n'a eu aucun impact sur l'immobilier. Qu'est-ce qui va rebaisser l'immobilier pour recréer une dynamique d'inflation sur ce côté-là ? Donc, en fait, toute la question, en tout cas pour les marchés, c'est de savoir si Jérôme Powell, finalement, se met du côté de Trump, en tout cas, justifie ses actions parce qu'il ne veut pas qu'il y ait une catastrophe, un risque systémique, mais un risque systémique qui a été créé par Trump, qui n'a pas été créé par un choc de marché ou auto-infligé, et donc il justifie d'une certaine manière l'action de Trump, ou alors il attend. Et là, on voit effectivement que ça a, à un moment, dans la hausse, stoppé un peu les marchés, parce que si Jérôme Powell est limogé,
Ce qui n'est pas vraiment, mais en tout cas, se pose beaucoup la question, en tout cas, et dans un an, il ne sera plus là. Donc, le prochain président de... Non. Dans un an. Dans un an, le prochain président de la Fed, effectivement, sera plutôt asservi et donc pourrait baisser les taux alors même qu'il y a de l'inflation. Donc, on pourrait avoir une autre vague d'inflation. Et là, ça bloquerait complètement tout. Et notamment en termes de valorisation et en termes, finalement, on serait vraiment ce qu'on s'appelle dans une situation de stagflation avec des taux qui restent élevés et une économie qui flanche. Et là, les acteurs de l'économie américaine, les entreprises, prendre une deuxième vague d'inflation aujourd'hui, enfin, je veux dire, on ne peut pas retrouver les mêmes comportements, les mêmes schémas que pendant le Covid avec un consommateur américain qui recevait des chèques, quand même. Non, on n'est plus dans une logique budgétaire. Le pricing power, la capacité à fixer des prix dans une nouvelle vague d'inflation, elle serait forcément moindre. Dans la temporalité de Trump, c'est pour ça que les droits de douane, c'est important. Il veut passer des baisses d'impôts assez rapidement au deuxième semestre. Oui. Et c'est ça qui doit contrebalancer le reste, mais ça créera quand même de l'inflation. Mais il faut bien comprendre que Trump, lui, ce qu'il veut, c'est effectivement des recettes pour justifier la baisse des impôts, au deuxième trimestre. Dans son plan, de toute façon, sur 2025, avant les mi-termes, c'est absolument clôturer tout ce qu'il avait à faire sur 2025. Donc, il est pressé et on est dans une situation quand même assez complexe. Vos commentaires, Kevin, et puis je veux bien qu'on revienne sur le dollar. Alors, l'euro-dollar aujourd'hui bouge assez peu. En revanche, on a vu des devises asiatiques contre dollar ce matin s'envoler. Je crois que le dollar taïwanais a pris 5-6% dans la séance. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Oui, alors rapidement sur la séquence économique. Alors le pire peut toujours arriver, mais il n'arrive pas. Pas toujours non plus. Il n'arrive pas toujours. On va dire les ménages américains les plus aisés, c'est eux qui font la consommation aux États-Unis, qui sont le moteur de la consommation américaine. Et eux, ils sont plutôt dans une situation. Alors oui, c'est sûr, leur plan d'épargne a dû perdre. Si tu fais la séquence sur le début de cette année, on va faire moins 5% en moyenne sur un grand indice d'action américaine spécialisé sur la technologie ou généraliste. C'est pas non plus la fin du monde suite à la trajectoire absolument incroyable qu'il y a pu y avoir sur 5 ou 10 ans. Ça, c'est un élément qui est important. Je pense que le volet budgétaire, il est important aussi. C'est-à-dire que M. Trump, tout vocal qu'il soit, il n'a pas non plus une très grande majorité. Et quand on n'a pas une très grande majorité, on essaye de satisfaire un petit peu tout le monde. Et c'est vrai que dans ce contexte-là, il semble compliqué de voir de l'orthodoxie, une forme d'orthodoxie budgétaire aux États-Unis pour cette année 2025. Donc, ça fait quand même un deuxième moteur potentiel à la croissance économique américaine. Et sur les chiffres de l'emploi, on le voit sur les chiffres de vendredi, c'est-à-dire qu'il y a une forme de report de l'emploi dans des secteurs très liés à des services, faibles, on va dire, ou plus faibles revenus, sans doute liés à la problématique migratoire. Et puis on a quand même aussi des secteurs qui sont peu cycliques, dans lesquels il y a toujours un nombre d'emplois ouverts extrêmement important, et on pense notamment au secteur de la santé, par exemple. Donc je n'irai pas tout de suite, en tout cas. Le marché dit récession aux États-Unis sur la deuxième moitié de cette année, et assez rapidement. Et je pense qu'il y a quand même une probabilité que ça se fasse un peu plus tard que ça, parce que ce n'est pas le message que nous envoient les marchés de taux. Donc ça c'est un élément. Sur les marchés des devises, alors il y a deux choses, c'est-à-dire que d'une part, il y a probablement de la part de pays qui sont en plein cycle de négociations tarifaires, la volonté de montrer qu'on est prêt à faire des concessions. Et donc on intègre officieusement ou d'office la question du taux de change dans les négociations, en tout cas pour montrer une... C'est un outil pour développer de la compétitivité de son pays ou de ses industries. Et fluidifier la négociation avec Trump. Donc il y a sans doute des interventions sur ces marchés d'échange. Je ne pense pas que ce sera tenable éternellement, mais en tout cas c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et sur la baisse du dollar américain, il y a... on parlait de Buffett, donc voilà, un économiste qui a développé cette théorie il y a une soixantaine d'années, qui s'appelle M. Triffin. Et avec son fameux paradoxe, qui dit quoi ? Qui dit que quand on émet la principale devise de réserve de par le monde, ça peut amener à des déséquilibres. Pourquoi ? Parce qu'on est amené à
on va dire, émettre plus de dollars que... Il y a une demande sans fin en face de vous. Quoi. Exactement. Et donc quand on a, pour faire simple, on va dire, le poids de l'économie américaine dans l'économie mondiale qui réduit et la demande en dollars qui augmente pour faire, on va dire, fluidifier ou répondre à un besoin de dollars pour procéder à des échanges commerciaux, des échanges financiers, on est obligé d'avoir des déficits en face de ça. Bien sûr. Et c'est un peu comme si on faisait un chèque en blanc. Moi j'ai 3 enfants, des chèques en blanc ça m'arrive d'en faire, mais j'attends une certaine forme de responsabilité. Et c'est bien toute la question qui s'est posée là dans la séquence des semaines dernières, c'est que quand on a des questions sur l'indépendance de la Fed, même sur l'état de droit aux États-Unis, sur quels sont les garde-fous budgétaires, eh bien ça amène une forme de un stress important. Alors je suis pas en train de dire qu'il y a une alternative au dollar demain, c'est pas mon point, mais c'est bien de ça dont il est possiblement question. Donc là aussi, c'est des moments importants effectivement et des questions qu'on n'a pas vu se poser avec autant de tensions depuis sans doute très longtemps. Sur le dollar et sur le pétrole aussi, peut-être. Et il y a un lien, parce qu'effectivement, juste pour revenir sur Taïwan, les assureurs vie, il y a un excédent budgétaire, commercial monstrueux. TSMC, plus le pétrole qui baisse, l'excédent. Et en fait, cet excédent était essentiellement recyclé aux États-Unis, non hedgé. Ce qui fait que les assureurs vie taïwanais sont en risque entre le passif en Taïwan dollar et donc. Là, le dollar commence à trop baisser, quoi. Non, il est très bas et là, il monte. Et justement, ils sont d'accord. Ils sont obligés de se hedger et donc de faire monter le Taïwan dollar, c'est une des raisons possibles. Mais ça regroupe. C'est anecdotique, c'est plusieurs milliards de dollars, des centaines, mais l'Asie était beaucoup refinancée les États-Unis de façon non hedgée. Et je dirais par rapport à la crise de confiance qui a été évoquée, je veux dire, les États-Unis aujourd'hui, ils sont un peu dans la situation d'un pays émergent, mais avec une différence majeure. La différence, c'est qu'il y a une perte de confiance parce qu'il y a une illettrisme économique, des choses qui sont faites n'importe comment, mais dans un pays qui est comme la Grèce, qui a 7 ou 8% de déficit budgétaire et 4% de déficit commercial. Mais la position de devise de référence, tout le monde finance. Tout le monde finance son problème. Et c'est financé en dollars. Donc effectivement, les Américains sont maîtres de leur taux. Mais la seule soupape d'échappement qui reste dans ce système de la perte de confiance, c'est le dollar. Parce qu'ils ne feront jamais faillite. Ils se sont endettés en dollars. Si demain, Kevin Walsh, dans un an exactement, est nommé à la Fed, il peut descendre les taux à 2%, il peut faire du yield curve, descendre le taux 10 ans à 3%. Trump est content, l'inflation va exploser et le dollar, lui va baisser énormément. Aujourd'hui, on est dans une situation de crise, je dirais, de défiance sur les États-Unis, dont la principale, au-delà de ce qui était sur les M7, qui était une bulle. Mais donc ce schéma, tension sur les taux, baisse de la devise, vous dites, c'est un schéma qu'on peut... alors, on verra ce que fera le prochain patron de la Fed, mais dans l'état du monde actuel, vous dites, c'est un schéma qui peut se prolonger. Ben oui, parce qu'il y a un problème. Je veux dire, en voulant couper les importations par les services, Trump empêche le restant du monde de financer et le surcroît de consommation américaine et donc ça veut dire qu'il doit ajuster la consommation. Et ajuster la consommation, chez moi, ça prend un nom, ça s'appelle récession. Une récession. Voilà. C'est la baisse du revenu disponible. On pourrait dire j'augmente la production au niveau de ma récession, mais j'augmente l'épargne. Je fais monter l'épargne. J'augmente la production, mais on est en plein emploi, quand on n'a pas de... Je veux dire, c'est pas possible d'augmenter sa production. Donc il ne le dira jamais, mais c'est quand même, ça fait partie quand même un peu de la stratégie. C'est ce que Lutnick, le secrétaire du commerce, dit en disant je vais faire des iPhones aux États-Unis, mais ça coûtera le double, le triple du prix, donc ça n'a pas de sens. Donc en fait, aujourd'hui, ce que fait Trump en fermant le robinet des importations, il ajuste à la baisse la consommation américaine de façon forcée. Il n'y aura que 2 poupées au lieu de 30 au pied du sapin pour les Américains et 2 poupées qui coûteront un peu plus cher. Voilà. Ça, c'est une récession, quoi. Et donc, il n'y a que 2 solutions. La Fed accommode énormément, et là c'est une inflation et dollar qui baisse, ou alors une récession, mais aussi le dollar qui baisse, parce que c'est la façon la moins douloureuse de diminuer la surconsommation américaine, ou que le monde arrête de financer la surconsommation américaine. De toute façon, c'est exactement pile et face de la même... il y a surconsommation américaine, sous-production chinoise, et là Trump n'a pas tort d'aller chercher les Chinois comme les principaux coupables. Il n'y a pas que dans le jugement, dans le diagnostic de Trump. Et la façon de s'y prendre est totalement désordonnée. Et peut-être même contre-productive. Et on peut dire certainement que c'est le problème. Il y a une surproduction et surconsommation qu'il faut ajuster. Et l'ajustement n'est pas fait de meilleure façon.
Bon, Alexandre, vos commentaires et sur le terrain de l'investissement, comment est-ce qu'on se déplace? Comment est-ce qu'on navigue? Alors, après la baisse des actifs américains, le rebond, est-ce qu'il faut vendre le rebond? Est-ce qu'il faut rester positionné sur l'Europe? Déjà, le vrai sujet, effectivement, pour un investisseur européen, c'est le niveau du dollar. Ouais. On en a beaucoup parlé, mais c'est vrai que de toute manière, dans la stratégie de Trump, c'est la baisse du dollar, oui. Elle est évidente. Il veut redonner une compétitivité à l'industrie américaine qui n'existait plus. Le dollar est surévalué. Les déficits, effectivement, commerciaux, les twin déficits sont abyssaux. On se retrouve alors, avec une situation politique, mais comme en 83-84, avant les accords de Plaza. Alors, on voit bien que c'est un peu plus compliqué. En tout cas, il n'y aura peut-être pas d'accord entre l'Allemagne, la France, le Japon, mais encore, on ne sait pas. Finalement, l'ajustement des frais de douane peut se faire par le change aussi. C'est une bonne solution pour, d'une certaine manière, rééquilibrer sur une situation américaine qui, de toute manière, n'est pas tenable macroéconomiquement. On n'est pas revenu sur le pétrole, parce que c'est important. Le pétrole, effectivement, l'OPEP a été dans une situation très compliquée avec certains membres qui ne jouaient pas de jeu. Et l'Arabie Saoudite, moins la Russie, mais l'Arabie Saoudite, qui perdait des parts de marché et qui était à peu près la seule à jouer le jeu de la baisse des productions, avec des parts de marché qu'elle était en train de perdre au profit d'autres membres du cartel, mais aussi non OPEP, oui, et les États-Unis, bien sûr. Et des États-Unis. Donc on se retrouve dans une situation où, ce qui est paradoxal, c'est-à-dire ce qui est très rare, c'est-à-dire qu'on a des prix qui baissaient déjà, et finalement l'Arabie Saoudite qui veut augmenter. Donc on est dans une situation, c'est une guerre des parts de marché. Et en même temps, ce qui est très très paradoxal, ce qu'on pourrait dire, c'est une guerre contre les États-Unis. Mais en même temps, c'est ce que veut Trump. Parce que Trump a un gros sujet sur l'inflation. Et il y a quelque chose dans l'inflation qui touche l'Américain, c'est quand même le prix à la pompe. Ouais. Et l'Américain, il voit les prix baisser des biens manufacturés, tout ce qu'on veut, mais le prix à la pompe, c'est quand même quelque chose d'important. Et on avait beau avoir un pétrole qui montait, le prix à la pompe continuait le prix à la pompe continuait à quand même monter, parce qu'il y avait des tensions. Donc là, il donne un coup de pouce à Donald Trump sur l'inflation. Et alors, ce qui est bien, justement, on en revient aux investissements, c'est que pour nous, Européens, c'est plutôt bien aussi. Parce que sur l'inflation importée, on a un euro qui est plus haut et un pétrole qui est en train de baisser. Donc c'est plus de baisse de taux de la BCE, ou au moins en tout cas des plus de baisse de taux de la BCE. Des baisses de taux quasi garanties de ce point de vue-là. Elle est quand même plus zen quant à la baisse des taux que quand l'euro-dollar était à 1 et que le prix du pétrole était à 70-75. Donc là, elle est ouverte. Évidemment que la croissance économique, ça c'est compliqué avec ce qui se passe aux États-Unis. Donc on a les salaires qui sont en train de baisser. Là, c'est quand même la porte ouverte à des taux qui vont continuer à baisser, sans finalement faire baisser l'euro-dollar de manière trop Comment on joue ça sur l'investissement? Nous, on est plutôt sur les actions européennes, voire même quelques actions asiatiques, parce qu'il nous semble qu'on est dans une situation où la Chine est dans une situation tellement différente des années 2018. Elle a plus de capacité, on le voit, à réagir. En 2019, vous savez, les plans 1, 2, 3, etc. Elle avait vraiment courbé les chines assez rapidement, quand même. Alors que là, elle s'est préparée. Il y a d'autres circuits de distribution. Enfin bref, c'est plus du tout. BYD, évidemment, ça peut être plus cher, mais BYD, Alibaba, DeepSeek. Oui, DeepSeek. C'est un concurrent qui est au niveau des États-Unis, ce qui embête bien les États-Unis, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas si forts que ça. Dans le monde, en tout cas, il y a une alternative. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est principalement sur l'Europe, qui a des leviers de négociation un peu plus forts, les valorisations, enfin tout ce que l'on sait. Mais en tout cas, on voit que l'Europe est dans une situation finalement un peu plus confortable avec cette guerre entre les grands géants. Sur la partie investissement, le reste du monde a plus de place dans les portefeuilles aujourd'hui, Oui, je crois. Enfin, il y a une forme de... on va prendre des grandes phrases, mais il y a un début peut-être de grande rotation qui s'opère. Voilà, je veux dire... Une baisse des cours du pétrole qui passe de quoi aller $100 à 50 ou 80 à 40, ça fait à peu près un point de croissance pour l'économie européenne en plus, toutes choses égales par ailleurs. Ça fait moins 0,7 de points de PIB. Pour les entreprises dans le secteur de la chimie, c'est quoi 20-25% des coûts de production. Dans les entreprises de logistique, une dizaine de pourcents. Tout ça, ça aide. Avec peut-être des tensions géopolitiques, Ukraine-Russie, qui pourraient, à un moment, on verra. Ça, c'est un dossier compliqué, mais ça peut aussi avoir un impact sur l'énergie, sur les prix de l'énergie. C'est un élément. Sur la prise de risque, on a eu un coup de tonnerre le 2 avril.
finalement, c'est peut-être un peu moins pire. Et donc, il y a quand même ce que semble commence à jouer les marchés, c'est-à-dire qu'incrémentalement, le flux de nouvelles, ça va être, tel pays a signé des accords, tel pays est en bonne voie de... Là, on entre dans la séquence des deals. Ouais, on va avoir les annonces de deals. Donc ça peut aider, avec le risque que les marchés vendent cette nouvelle-là, parce que ça commence quand même à être dans les cours, mais il y a quand même cette séquence-là, je crois, qui se dessine. Plus de la prudence sur les marchés de taux d'intérêt, je l'ai indiqué tout à l'heure. Voilà, on avait des courbes qui pontifiaient très fort. Il y a peut-être beaucoup de choses qui sont intégrées dans les taux courts, donc un petit peu moins de valeur ici. Et après, voilà, sur taux européen, taux américain. Voilà, je pense que c'est assez binaire des deux côtés. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, la question, c'est bien le débat de ce soir, c'est récession ou pas de récession. Et en Europe, c'est une guerre commerciale forte ou pas de guerre commerciale. Mais c'est une escalade assez, ou pas. exactement, relativement binaire. Et sur les marchés de taux, nous, on aime bien acheter des anticipations d'inflation, donc des obligations indexées à l'inflation. Parce qu'avec un pétrole à $50, il est quand même sur un niveau, je ne sais pas si c'est un plancher, mais en tout cas, il est quand même sur un niveau qui est assez bas. Et aujourd'hui, le marché ne croit plus à l'inflation en zone euro. Il dit qu'il y aura, on va dire à horizon raisonnable, on va dire les 3 ans, l'inflation européenne sera systématiquement en deçà de la cible de la Banque Centrale Européenne. Donc tout ça, ça fait quand même un portefeuille diversifié qui fait du sens, je crois. Gilles, bonne surprise sur l'inflation, le pétrole au plus bas et probablement une récession dans la deuxième partie aux États-Unis, donc les obligations. Donc duration alors. La duration me semble un bon plan. Les spreads s'écartent et d'ailleurs c'est une des choses qui n'est pas revenu dans le mois d'avril. L'écartement de spread est resté parce que les obligataires sont toujours plus intelligents que les gens actions et donc ils sentent qu'il y a quelque chose qui se prépare. Les particuliers américains sont moins présents sur l'obligataire que sur les actions et que sur Nvidia. Voilà. Donc voilà. Et un silence assourdissant jusqu'à présent, c'est l'Europe et États-Unis. On a pu faire une amende sur Apple. Trump n'a même pas tweeté. Donc on voit bien qu'ils ne veulent pas ouvrir un nouveau front avec les Européens, très clairement. Mais à un moment, ça va devoir arriver sur la table. Voilà, donc là, c'est une incertitude. Mais le temps joue pour nous. Le temps joue pour nous dans le sens où il n'y aura pas de deal et ça sera compliqué pour les Américains d'avoir attaqué tout le monde en même temps. Et puis je pense qu'une des bonnes nouvelles de la baisse du pétrole, c'est que Poutine, on sent qu'il a envie de faire un cessez-le-feu contraint et forcé et que peut-être une dernière offensive, mais pas beaucoup plus dans le réservoir, c'est le cas de le dire, et que d'ici la fin d'année, peut-être des bonnes nouvelles, un cessez-le-feu durable sans mise en cause de l'intégrité politique de l'Ukraine. Et donc là, plutôt une bonne nouvelle pour les Européens de ce côté-là. On verra sur ce dossier géopolitique comment les choses évoluent. En attendant, on a une séquence Banque Centrale cette semaine avec la Fed attendue mercredi soir pour sa communication. Merci beaucoup messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Kevin Tozet, Carmignac, Alexandre Ezez, Groupe Richelieu, Gilles Etcheberry-Garay, Elcano Asset Management.